c'est pas extensible. L'immobilier, on joue dans un terrain de jeu qui est limité, surtout sur les grosses heures, les grosses opérations. C'est un terrain de jeu avec plusieurs acteurs qui sont identifiés et ça se passe toujours dans les mêmes mains. Donc j'ai eu la chance d'être une de ces mains et je me suis dit, en fait, ma valeur ajoutée, si je voulais passer à l'échelle nationale, c'est plutôt d'avoir des solutions tech pour permettre aux gens de faire ces opérations. Ça aboutit du coup à un projet qui est WinCity, un ovni aujourd'hui évidemment en termes de croisée des chemins entre l'immobilier et la partie crypto. On a travaillé le produit et on a créé une marque au sein de Brick avec la même ambition et la même vision qui est de digitaliser le marché de l'immobilier et le rendre liquide et enfin accessible à tous. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Aujourd'hui sur le podcast de la bonne fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Richard Winkels. Richard, tu es le fondateur de Brick, BRIK, .com, on y reviendra, et également donc à l'origine et fondateur du projet qui va nous intéresser aujourd'hui, le projet WinCity. C'est une émission que je souhaitais faire depuis longtemps et je suis vraiment encore une fois ravi de t'accueillir aujourd'hui parce qu'on va justement évoquer un petit peu tout ça. Donc tu nous en diras un petit peu plus, mais c'est en deux mots la fusion de l'investissement immobilier à travers l'outil technologique de la blockchain, à travers les NFT. Yes. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Je pense que tu auras énormément de choses à dire, mais en deux mots déjà, si tu peux, pour les auditeurs qui ont le plaisir de nous écouter aujourd'hui, te présenter, voir un petit peu ton parcours et en quoi tu es arrivé jusqu'à aujourd'hui proposer ce magnifique projet WinCity. Bonjour Ismaël, merci beaucoup de me recevoir sur ton podcast La Bonne Fortune. Avec grand plaisir pour discuter effectivement de cette évolution au sein de Brick qui est WinCity. Mais en amont, effectivement, je suis Richard, je suis entrepreneur depuis mes 18 ans. J'ai commencé l'aventure avec quelque chose qui était plus concret, qui était entre le digital et le réel, qui était le e-commerce, la grande époque du e-commerce. Ok. Ça a commencé comme ça mon aventure. Et depuis, j'ai pas lâché le morceau avec des bonnes et des moins bonnes expériences entrepreneuriales. En tout cas, avec toujours l'objectif d'avoir cette indépendance et de réaliser mes idées, parce que j'adore inventer et créer. J'ai fait du e-commerce, j'ai fait du cloud, j'ai fait du seconde main, j'ai fait du digital marketing au sein de panneaux dynamiques avec des écrans. J'ai tout doucement bifurqué il y a une dizaine d'années sur l'immobilier parce qu'avant j'y connaissais absolument rien et je suis rentré dans l'univers immobilier avec cette juste l'ambition d'investir avec le max de garantie parce que je m'étais pris un petit gadin en bourse. Je pensais avoir fait le malin en trouvant des petites solutions avec mon banquier à l'époque qui me disait voilà, on peut faire du 7, du 8%, essaye. Et en fait, tu maîtrises rien quand tu es sur des actions et quand ça dérouille, ça fait très peur. Et je m'étais dit, moi, je suis pas un mec qui crée de la valeur ajoutée en investissant dans des actions. Ma valeur ajoutée, elle est dans ma prise de risque entrepreneuriale, donc je ne dois pas prendre de risque quand j'investis. C'est pour ça que j'ai décidé de faire de l'immobilier, puisqu'on m'avait dit effectivement, comme on le répète depuis des dizaines d'années, et moi on me le répétait déjà, et j'y suis allé, j'ai regardé, et je suis arrivé donc dans l'immobilier en 2012, et j'ai commencé avec un tout premier bien. Voilà mon introduction sur ce parcours entrepreneurial. Yes, super. T'as quel âge là aujourd'hui, Richard, pour situer?
35 ans. Sur la partie privée, voilà, j'ai 35 ans, j'ai 3 enfants. On est mariés évidemment, et j'adore la vie, j'adore profiter des instants. Et c'est vrai que je travaille pour profiter aussi de la vie. Et l'immobilier m'attirait pas en fait sur le fond. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est de créer. La créativité pure, l'art, mais aussi la créativité au niveau technique, logiciel, solutionner des problèmes par la tech, ça m'anime. Et en immobilier, malheureusement, c'était super pauvre. Quand j'ai commencé en 2012, c'était très archaïque. Dans tout le cycle d'acquisition, c'était très poussiéreux, mais j'avais pas encore abordé ce côté entreprendre dans cet univers-là. Pour moi, c'était un univers d'investissement, et j'en étais arrêté là parce que c'est quand même un sacré mastodonte, l'immobilier, que ce soit l'univers immobilier, donc les réseaux immobiliers, l'univers financier derrière. C'est quand même un mastodonte. Les banques qui financent, voilà, il faut les appréhender, voir comment ils fonctionnent, le milieu notarial, toute cette dimension légale. Donc voilà, apprécier, digérer. Il m'a fallu plusieurs années pour le comprendre. Et donc, je suis rentré dans le marché par la porte traditionnelle, qui est de faire des opérations immobilières, parce que c'était alléchant financièrement. Et Mhm. j'ai commencé effectivement par de l'activité marchand de biens. À la base, c'était plutôt de l'investissement. Donc, je donnais de l'argent, je prêtais mon argent pour faire des opérations. Une fois que j'avais acheté mon premier bien en patrimoine, j'ai prêté un petit peu d'argent pour essayer comment dire, de le faire fructifier au travers des opérateurs. D'ailleurs, maintenant, ça s'est bien standardisé, cette activité-là, au travers des plateformes de crowdfunding d'opérateurs. Mais à l'époque, les pros de l'IMO, en fait, ils cherchaient avec des particuliers, hein, des mecs qui donnaient un petit peu d'argent. Tout à fait, Maintenant, oui. ça s'est démocratisé. Donc, à l'époque, 2012, 2013, 2014, je prête. Puis, en fait, je m'intéresse à son métier. Je regarde un petit peu, si moi, il me donne du 10%, comment lui, il se rémunère, quelle est sa part et du coup, bah, on s'associe. Et du coup, je regarde vraiment la mécanique du marchand, la mécanique aussi immobilière patrimoniale. Ça fonctionne très bien. Les années sont en plus très bonnes. Et on commence avec de l'immobilier d'habitation, des petits immeubles à diviser. Et tout doucement, on grossit. Mais je regarde de très près cette habitude qui est sur le marché et sur tous les réseaux. Comment on fait pour essayer d'apporter un petit peu de son œuf, automatiser. Voilà, je commence à m'inspirer, regarder quelle pourrait être ma valeur ajoutée. Mais au-delà de ça, ça me rémunère, donc je continue, on se développe. Et on aboutit en 2017-2018 à des produits qui sont beaucoup plus complexes, avec des grosses surfaces, avec des tickets d'entrée beaucoup plus importants. J'ai commencé de zéro, on n'en a pas parlé, hein, j'ai commencé de zéro mes activités. En immobilier, j'ai dû commencer quand j'avais un patrimoine aux alentours de un petit million d'euros. C'est comme ça que j'ai commencé, et en immobilier en tout cas. Et ensuite, Mhm. on a littéralement explosé les chiffres, parce qu'il y avait des opérations sur lesquelles on pouvait gagner plusieurs millions d'euros qu'on a fait ici sur l'île. Mais c'est pas extensible, l'immobilier. On joue dans un terrain de jeu qui est limité, surtout sur Mhm. les grosses valeurs, les grosses opérations. C'est un terrain de jeu avec plusieurs acteurs qui sont identifiés, et ça se passe toujours dans les mêmes mains. Donc j'ai eu la chance d'être une de ces mains, et je me suis dit, ben, en fait, ma valeur ajoutée, si je voulais passer à l'échelle nationale, bah, c'est plutôt d'avoir des solutions tech pour permettre aux gens de faire ces opérations, plutôt que de les faire à l'échelle nationale. Et du coup, ça a porté le nom de Brick. Brick.com est né du coup il y a maintenant un peu plus de 2 ans, d'un Mhm. concept très simple. Euh, Si tous les propriétaires et acteurs pouvaient se réunir sur une seule place de marché, bah, ça permettrait de fluidifier le business et d'ouvrir un petit peu les portes. Et surtout pour moi, de le faire à l'échelle nationale, c'est-à-dire mettre en relation des propriétaires historiques qui souhaitent vendre, mettre des professionnels de l'immobilier, des promoteurs, des marchands qui souhaitent vendre, et des acquéreurs. Donc on est la plateforme unique pour l'immobilier locatif. Donc on a une marketplace qui permet d'acheter et vendre des produits d'investissement locatif. D'accord. Mais pour créer cette marketplace avec un flux naturel entrant, et pas être un site de petites annonces, et ben on a décidé de passer par une autre porte. Donc il y a 2 ans, on a créé un outil de gestion
pour accueillir tous les propriétaires en immobilier locatif qui viennent du coup gérer leurs biens et qui ont à un moment donné un besoin, comme tout propriétaire en immobilier locatif, de revendre. C'est comme ça aujourd'hui, le cycle immobilier, il est à peu près de 8 ans. Et notre idée, c'est d'onboarder ces propriétaires, de les chouchouter à moindre coût, puisque notre service SaaS, il est à 4,90 € par mois. D'accord. À partir du deuxième bien. Donc on les onboard, on en a aujourd'hui 22 000. Notre objectif pour la fin d'année, c'est 80 000. Et au moment où ils souhaitent vendre ou acheter de nouveau, on a la marketplace qui est à leur disposition pour rendre liquide le marché. Voilà ce que fait Brick et comment j'ai voulu passer à l'échelle nationale, mettre en relation tous les propriétaires de France au travers d'une seule plateforme. Ok, ouais, super intéressant. Ben, on voit à travers cette belle présentation, je te remercie, hein, Richard, cette évolution, j'ai envie de dire déjà fulgurante, hein, parce que oui, 2012, ta première acquisition, et aujourd'hui, tu es donc à la tête de, tu as co-construit cette plateforme Brick, en tout cas. Donc, si je peux résumer, tu as ce service d'accompagnement pour la gestion locative aujourd'hui. Donc, ça, c'est la porte d'entrée pour tes prospects. Et après, tu as cette marketplace et donc en gros tu as le rôle un petit peu d'agent immobilier où tu assures les transactions vendeurs ou acheteurs en fonction du côté dans lequel on se trouve. C'est une plateforme qualitative, c'est-à-dire Mm, que l'intégralité des produits qu'on propose sont des mandats de vente qu'on a, c'est pas des petites annonces. mm, Donc effectivement, il y a un gros filtre, il y a une barrière d'entrée, on ne peut pas consulter la liste librement. Il faut s'inscrire, avoir un profil investisseur, valider son identité, avoir un call mhm, avec un expert, mais du coup, ça crée un univers sécurisé. En fait, tout l'inverse de Leboncoin et Se Loger, où justement toutes les annonces sont un peu en vrac. On a toujours des doutes sur la raison pour laquelle l'annonce est encore là. Est-ce que finalement, s'il y a des milliers de personnes qui l'ont vu, pourquoi moi ça correspondrait à ce que j'ai besoin? Donc en gros, c'est créer une plateforme fermée et surtout monoproduit, que de l'immobilier d'invest ou de l'immobilier comment dire, de l'immobilier professionnel, c'est-à-dire des immeubles de rapport à diviser, etc. Mais en tout cas, un écosystème d'immobilier pro, semi-pro, amateur, mais en tout cas lié à l'immobilier d'investissement. Ok, super. On va attaquer hein, sur le projet WinCity, mais juste une dernière petite question sur Brick, ce que vous proposez, ça peut peut-être même à titre personnel m'intéresser. Sur la gestion locative, vous proposez quoi? Donc, ce sont des solutions digitales hein, pour faciliter la gestion locative de son bien. Donc, j'imagine que vous avez peut-être la possibilité de préparer la rédaction des baux, enfin de préparer ces baux, de les envoyer, d'envoyer le suivi des quittances, etc., etc. Ça se traduit comment concrètement? Alors, sur la plateforme, on ajoute des fonctionnalités toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, ce que Brick permet, c'est de faire de la gestion locative automatisée. Donc on ne remplace pas une agence immobilière. Si la personne, elle veut absolument rien faire, elle doit passer encore par une agence. Nous, on accompagne les propriétaires qui veulent gérer seuls, mais qui ont besoin d'un outil pour le faire. Donc on fait de la quittance, on fait de l'avis de loyer, on fait évidemment les dépôts de garantie. On fait également la traçabilité des flux, c'est-à-dire que tous les mois, on prend le loyer, c'est une option, hein, on prend le loyer de votre locataire, on vous le renvoie dans les 24 heures, et du coup, ça permet de filtrer et de mettre à jour la quittance, enfin, de dévoiler la quittance, ou justement relancer votre locataire. Donc ça, c'est notre solution de traçabilité des flux. Ensuite, on a évidemment la gestion d'un crédit, on peut gérer sa partie communication avec son locataire, on peut faire son bail, on peut effectivement... alors la signature électronique, on est en train d'intégrer pour pouvoir régulariser la signature à la fin de la création d'un bail. Donc c'est uniquement tout ce qui est automatisable pour nous, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la gestion des travaux, on ne fait pas la gestion des Mhm. sinistres. En tout cas pour le moment, on a des solutions qui vont arriver. Notre idée, c'est d'avoir un lieu unique pour les 4 millions de propriétaires qui gèrent tout seuls et qui aujourd'hui font avec Excel ou d'autres petites applications. Nous, on veut une plateforme qui soit complète avec l'intégralité du service. Donc les travaux, ça viendra. La garantie des loyers impayés, ça viendra de manière entièrement intégrée pour pouvoir avoir un seul lieu de gestion pour tout son patrimoine. Ouais, donc de créer tout l'écosystème pour accompagner au mieux les propriétaires durant toute la vie de l'exploitation de leurs biens, quoi. Ok. Exactement. Et d'ailleurs, si tu vends chez Brick, l'idée c'est que le futur propriétaire revienne chez Brick et ensuite on a la traçabilité
de l'intégralité des datas, des quittances, le taux d'occupation, toutes sortes d'informations qui sont toujours importants pour un investisseur parce que effectivement la rentabilité mesurée à un loyer, c'est intéressant, mais s'il y a de la vacance locative par exemple, ça impacte directement la renta sur le long terme. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Donc un gros, ouais, un gros taf sur la collecte des données pour avoir cette Yes. traçabilité au long terme. Ok, ouais. Super intéressant. Bah écoute, j'irai faire un tour et je développerai un petit peu. On aura l'occasion d'en discuter, même à titre perso, ça pourrait m'intéresser. Euh, de la brique, donc on a bien compris un petit peu la genèse et puis le but de tout ça. Mais aujourd'hui, l'idée c'est d'accentuer sur ce projet Win City où tu vas proposer à travers ça la possibilité à des personnes qui souhaitent investir de pouvoir le faire et avec notamment un phénomène un petit peu de la tokenisation de l'immobilier à travers notamment les NFT. Euh, Est-ce que ça s'implique dans Brick? C'est en plus? D'où ça vient? Pourquoi? Comment ça fonctionne? C'est quoi aujourd'hui WinCity? Je t'introduis WinCity et pourquoi en fait on a développé ça. Ça fait déjà plusieurs années que j'ai un concept et c'est de me dire dans les centres-villes sur lesquels je bosse, je me dis en fait, les biens circulent de main en main avec les frottements fiscaux, les frottements des frais de notaire, le travail de retrouver un nouveau propriétaire, les agents qui reprennent une commission, etc. Je me dis, en fait, ça change de main pour une seule raison, parce qu'en fait, il y a un amortissement, enfin, il y a une capitalisation qui se fait. Une fois que tu arrives au bout de ton remboursement, tu vends ton immeuble pour récupérer ton argent à quelqu'un d'autre qui va refaire la même mécanique. Et ça existe depuis des dizaines d'années. Voilà, on se change de main pour capitaliser chacun son tour. Et je me dis, pour éviter tous ces frais, ça devrait être une seule personne, enfin une seule entité qui détient l'immeuble et les gens peuvent rentrer et sortir comme ils veulent dans l'actionnariat de l'immeuble, dans l'actionnariat du bien. Donc, il y a des plateformes qui ont commencé à faire des petites choses avec des club deals, sauf que c'est ultra contraignant parce que s'associer à 100 personnes dans une SCI, en fait, une fois qu'on est rentré, on ne peut plus en sortir. Il faut avoir l'accord des associés, faire des valorisations, etc. Donc, je me suis dit, quand je vais découvrir le moyen juridique, le moyen technologique de pouvoir faire cette mécanique, je vais foncer. Parce que c'est mon rêve de pouvoir développer comme ça un patrimoine et où les gens peuvent rentrer et sortir en fonction de leurs envies, liquidité, leurs besoins d'investissement, mais aussi avoir de l'impact. C'est-à-dire que choisir un immeuble, c'est toujours marrant de dire tiens, je vais investir dans cette boulangerie près de chez moi ou ce magasin Zara, moi j'y crois. Voilà, on achète un truc précis. Alors que dans les fonds, les SCPI ou ce genre de choses, c'est en fait un produit financier, quoi. Ça ne fait pas sens au niveau immobilier. Et là, il y a une lumière qui s'est allumée cet été, l'été dernier, sur cette notion NFT qui est arrivée, c'est-à-dire la capacité à donner la propriété d'un actif numérique à quelqu'un qui puisse en faire ce qu'il veut. Il envoie d'un wallet à un autre, il peut le revendre à quelqu'un d'autre de manière complètement autonome. Et je me suis dit, punaise, il y a quand même cette notion-là qui est intéressante d'actifs numériques, on va essayer de creuser. Et ça a abouti du coup à un projet qui est WinCity, un ovni aujourd'hui évidemment en termes de croisée des chemins entre l'immobilier et l'actif numérique, enfin, et la partie crypto. Mais on s'y retrouve et on commence à trouver ce marché parce qu'en fait, on s'appuie évidemment sur quelque chose qui est très tangible, qui n'est pas du tout habitué à l'univers crypto. Néanmoins, la crypto et la techno, elle est juste dingue pour justement cette partie d'échange, cette partie internationale. On a travaillé le produit et on a créé une marque au sein de Brick avec la même ambition et la même vision qui est de digitaliser le marché de l'immobilier, le digitaliser et le rendre liquide et enfin accessible à tous. Donc ça, c'est notre vision, rendre digitaliser, rendre liquide et accessible à tous le marché de l'immobilier. Alors Brick le fait pour les personnes qui ont l'habitude de faire de l'immobilier à l'échelle d'un bien en direct Mhm. et WinCity va le faire du coup pour le digitaliser en termes de carte de collection et donc là beaucoup plus accessible et beaucoup plus liquide. D'accord, donc de tokeniser, c'est ce processus de tokenisation du bien où on va pouvoir détenir à travers
le NFT. Tu parles de titre de propriété. On avait fait une émission il y a plusieurs mois avec Stanislas Barthélémy de Blockchain Partner, racheté depuis par KPMG, où justement on évoquait un petit peu tout ça, ce que la blockchain va pouvoir apporter, notamment au domaine de l'immobilier, mais pas que. C'est pareil avec Alexandre Toussaint que j'ai eu le plaisir de recevoir également sur le podcast, qui propose des solutions déjà fractionnées, mais en s'associant, donc créer une société pour avoir des petites parts d'un fonds de commerce, etc., etc. Mais tout ça, ça fonctionne encore à l'ancienne, comme tu le disais. Et donc là, cette technologie des NFT vient rendre d'une part accessible parce que ça va être de l'immobilier fractionné. On va acheter un titre de propriété d'une petite portion d'un bien, d'un immeuble, etc., de standard, et en même temps le rendre accessible financièrement, parce que et liquide, parce qu'on peut potentiellement faire des allers-retours depuis chez soi en 3 clics. Voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi. Oui. Alors, il y a plusieurs points de vigilance sur comment on a réussi à faire ça. Tu parles de titre de propriété. En fait, les propriétaires sont propriétaires d'un actif numérique. C'est un nouvel objet qui a été défini par l'AMF et en France. Mmh. On a beaucoup de chance que le gouvernement a rapidement trouvé une case à cet objet. Donc, c'est un actif numérique. Les gens sont propriétaires d'un actif numérique. Donc, c'est ça qui paye. Et cet actif numérique, il est émis avec un smart contract dans lequel on vient mettre quelques règles. Alors, il faut être très vigilant parce que le smart contract, aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses, mais c'est quand même très, 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 très technique. Et pour avoir un smart contract entièrement autonome pour WinCity, on a encore quelques mois, voire années de travail. Néanmoins, on en a publié un premier. Il va s'améliorer dans le temps avec les prochains. Mais le concept, il est simple. En fait, on finance l'immeuble avec des cartes de collection. Donc, on finance. On n'est pas propriétaire de l'immeuble, on est propriétaire de sa créance, de l'argent qu'on a donné. Et nous, avec cet argent, on devient le propriétaire. Et contractuellement, on redistribue l'intégralité des revenus nets au titulaire des cartes. Et s'il y a un effet de levier, on lui en fait bénéficier également. Et le jour de la revente, s'il y a une revente, parce que l'idée, elle est de jamais revendre. On reste dans cette notion d'optimiser la fiscalité. L'idée, c'est que les gens se revendent entre eux pendant des dizaines d'années sous forme de cartes. C'est comme ça qu'on le voit. Et ben, pendant cette période, néanmoins, on peut revaloriser l'immeuble et redonner une valeur virtuelle aux cartes en disant, bah, tiens, l'immeuble a pris 10%. Donc, on ajoute sur vos cartes 10% suivant la valorisation de l'immeuble. Donc, les 3 métiers de l'immobilier, les 3 façons de faire de l'argent en immobilier, on les a rendus très clairs avec ce qu'on appelle, nous, le win cash. Donc, c'est le cash que tu gagnes si tu avais fait l'opération tous les mois. Le win capital, c'est la partie que tu donnes à la banque en remboursement. Et enfin, le win plus-value, c'est la plus-value que potentiellement tu aurais si tu vendais le bien. Et donc, ces 3 informations, on les donne par carte. Et donc, elle est accessible depuis d'ailleurs la blockchain n'importe où. C'est des métadatas qu'on met sur la carte. Donc, on n'a même pas besoin de venir sur WinCity pour vérifier cette information. Sur OpenSea, tu peux la consulter. Sur Arible, tu peux le consulter. Et c'est ça qui est fou. C'est cette notion de diffusion de l'information. Et nous, on ne le maîtrise plus. Les gens peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent. Et c'est là où est clairement la révolution blockchain. C'est la réalisation de ces arbitrages sans passer par un organisme privé, quoi. Exactement, bah, c'est super intéressant. Alors, on va revenir sur plusieurs points parce que c'est assez technique. Alors, les auditeurs de la bonne fortune sont assez éveillés, aiguisés sur toutes ces notions d'investissement immobilier, de technologie, de blockchain. Mais c'est intéressant de creuser quand même. Euh, Déjà, le premier point de ce que j'en vois, donc bon, comme tu le sais, hein, moi j'ai participé sur votre première opération sur l'immeuble à Paris. Hein, euh, j'ai participé et j'ai fait l'acquisition donc d'une de ces cartes. Euh, je tiens à dire ici, en toute transparence, déjà que le parcours utilisateur, et d'autant plus pour une première opération, était vraiment très très fluide. La création du compte, l'ouverture, etc., etc. On reviendra un petit peu sur le process. Ça fonctionne bien, mais comme tu dis, donc les 3 piliers d'investissement de l'immobilier, souvent, comme tu dis, les personnes restent peut-être un peu plus bloquées sur la seule rentabilité. Tu parlais, mais la rentabilité, ça peut se travailler, ça peut être plus ou moins vrai, la vacance locative, etc. Donc la rentabilité, ça va être un des piliers
de l'enrichissement, on va dire, financier sur l'immobilier. Il y a l'effet de levier bancaire également, et puis la plus-value. Donc, ces trois piliers sont réunis. C'est quand même déjà assez intéressant parce que quand on va participer à une opération, par exemple, de crowdfunding, qui n'a peut-être un peu rien à voir, mais on a simplement un rendement face à une dette qu'on fait, mais donc la personne n'est pas ni propriétaire du bien, ni propriétaire de droits, etc. Et souvent, on joue pas sur ces trois tableaux. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir le permettre. Mais le NFT, donc tu parles de ce smart contract, comment ça se traduit concrètement? Parce que par exemple, je sais pas, on fait une SCI, il y a des statuts, etc. C'est régi, il y a un code légal, juridique. Comment ça se traduit aujourd'hui pour le faire appliquer? Tu parles de l'automatiser un maximum. Euh, comment ça se fait? Techniquement, comment c'est possible? Alors, techniquement, comment c'est possible? Alors, on n'a rien inventé. Le smart contract, on utilise une technologie qui est, qui est très standardisée. Donc, le smart contract a une notion de liberté et d'émission. Donc, nous, on a défini que un smart contract allait émettre 1111 cartes avec des valeurs qu'on va pré-setup par rapport au montant qu'on cherche à lever. Donc déjà, on est sur une mécanique plus naturelle, c'est-à-dire qu'on veut des montants en euros. Donc, c'est vrai que sur la première vente, comme le montant fluctue, notre setup, on l'a prévu pour pouvoir le modifier plusieurs fois, au cas où si la vente dure un peu trop longtemps, parce que d'une journée à l'autre, ça voudrait dire que la carte, elle pourrait coûter 800 euros, puis le lendemain 900 et après 700. Donc, l'idée, c'est de stabiliser sur la valeur euro le prix de la carte au moment de la vente. Nous, ça nous permet de récupérer des Ethereum parce que sur la blockchain, on intervient. On avait choisi déjà la blockchain Ethereum, on n'a pas parlé, mais on a pris l'Ethereum parce qu'on veut qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la possibilité future d'échanger parce que c'est quand même basé sur une blockchain et si la blockchain elle-même tombe, ça pourrait aussi être un problème pour retrouver qui est propriétaire de quoi. Donc, on a choisi la plus safe possible, c'est l'Ethereum. C'est important pour nous parce que, évidemment, on pourrait prendre une blockchain privée ou même faire quelque chose qui coûte moins cher en frais, mais ça a de l'importance pour la partie qualité des transactions et en tout cas la pérennité dans le temps du projet. Bien sûr, oui. Donc, nous, on récupère des Ethereum à un instant T, et ça, c'est vachement important de le signaler, parce que on n'est pas soumis à la volatilité au moment de l'investissement. Je dis pour les invests, en fait, quand l'argent elle arrive, nous, on la traduit tout de suite en euros. Comme ça évite la fluctuation. Donc, c'est une façon d'investir pour des gens qui sont propriétaires, par exemple, en coin. Ça leur permet de mettre un prix à un instant T en euros. Donc ça, c'est la première chose. On convertit tous les coins en euros. Ensuite, ces fonds qu'on a récoltés, on les a récoltés suivant une règle. Il y a deux endroits où on peut consulter nos règles. Un, dans le smart contract. Donc, dans le smart contract, on a nos prix de vente. On a qui est propriétaire de quoi. Ça, c'est cette notion dans une société finalement de part. Qui est propriétaire de quoi. Donc, c'est le smart contract qui pilote qui est propriétaire de quoi. Donc, il n'y a pas de falsification possible. Ce n'est pas une base de données privée qu'on organise. Et ensuite, on définit ces trois paramètres qui sont dans le smart contract sur la partie des métadatas dont on vient de parler. On l'a fait pour l'instant à ce niveau-là dans le smart contract. Et la deuxième partie légale, elle est sur notre site internet, donc sur wincity.com. On dévoile au travers de nos conditions générales qu'on a du coup mis du temps à rédiger et qui sont en ligne depuis tout début février, où on explique comment ça se passe et quels critères et calculer comment. Pour l'instant, effectivement, sur notre premier bien à Paris, il fallait bien qu'on lance le projet et on voulait être les first movers sur le concept. On va être de plus en plus transparent avec des tableaux qui sont accessibles sur le bien en disant voilà, on achète autant, on prend autant de frais. Voilà la modélisation de l'investissement. Mais bon, on est en début de projet. On remercie d'ailleurs tous les premiers investisseurs qui ont eu confiance dans notre concept. On va avancer avec de plus en plus de transparence et essayer d'automatiser de plus en plus le smart contract.
OK, d'accord. Donc, ce smart contract qui régit, c'est public, c'est carré, c'est sur la blockchain, Ethereum Yes. et on peut le retrouver, un petit peu partout et cetera et après toutes les infos, un peu plus de, toutes les infos, de la visibilité sur le montage et cetera qu'on retrouve tout sur le site. Super, Oui. super clair, merci, merci Richard. Tu parles de 111 cartes donc, en effet sur ce premier projet, à Paris, c'était le cas. Ça sera sur, l'ensemble des projets enfin 111 1111 cartes. Yes. Du coup, donc je te disais, moi j'ai eu le plaisir de participer à votre première opération avec la prise de participation donc sur une carte. Mince, je te le disais tout à l'heure en Régulière. introduction régulière. Euh, tu proposes donc quatre types de cartes différentes, Oui. régulières, rares, je suis dessus là, carte mythique et Mythique. également carte unique. Donc la carte unique, il n'y en a qu'une en effet, hein. Après les mythiques, il y en a 10, il y en a 100 pour les rares et puis après 1000 pour les régulières. Ça va être quoi la différence? Ça offre des rendements par exemple plus intéressants, ça offre une valeur un peu plus intéressante en dehors du prix plus élevé. Est-ce qu'on garde la même fraction? Enfin, c'est quoi les nuances? Je vais expliquer cette différenciation. On est sur un univers quand même crypto et blockchain et on a plusieurs projets en tête avec WinCity. Ce qu'on développe là, c'est notre premier socle, le socle des Mhm. investisseurs. Et il n'y a pas de différence de rentabilité entre une carte régulière qui ferait du 5% et une carte unique qui fait aussi du 5%. La vraie différence, ce sera dans les niveaux qui arrivent de développement et de notre gamification, parce que c'est là où on veut aller. On veut créer une espèce de monopoly international avec une partie avec des immeubles concrets et avec des immeubles virtuels. Donc là, on est en cours de travail là-dessus. Et le fait d'être détenteur sur les premières séries de cartes investisseurs uniques ou régulières ou mythiques ou rares donneront des droits différents à l'accès à la plateforme. Et par définition, si on a 10 immeubles, il n'y aura que 10 cartes uniques, et ben, ce sera uniquement les 10 propriétaires des cartes uniques qui pourront accéder à des compétitions très particulières donc, de notre jeu Monopoly. Donc, au niveau investissement, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on ait 10 cartes régulières en termes de valeur, ça vaut la même chose qu'une carte qui vaudrait 10 fois le prix de la régulière en mythique. Je n'ai plus les proportions exactes. Donc il n'y a pas d'intérêt au niveau financier, c'est uniquement dans le concept futur de la gamification que ça aura beaucoup d'importance. Super, ouais, donc ouais, j'adore ce concept de vouloir créer un Monopoly, un Monopoly, géant, comme ça, donc ouais, j'ai bien compris. Donc ça donne des droits pour, peut-être des bonus sur un jeu qui va être mis en place, super intéressant. Tout à fait. Du coup, sur, ce projet sur Paris, tu peux le développer un petit peu, Ouais. c'était quoi comme bien et cetera et cetera? Et puis les prochains aussi, à venir? Alors, on a un concept derrière WinCity, c'est gommer au maximum tout ce qui est contraignant pour l'investisseur. Au-delà d'être facile pour investir, on n'a pas envie d'embêter les investisseurs avec des fuites d'eau, de la toiture qui ne va pas, un problème de copropriété ou ce genre de choses. Pour faire ça, bah, j'ai voulu sélectionner des actifs dans lesquels moi-même j'investis, je suis habitué de faire. Et je suis devenu plutôt spécialisé dans tout ce qui était immeuble de rapport et surtout une dimension commerciale. Mmh. C'est pour ça qu'on a défini notre concept. J'ai deux règles en immobilier que j'applique systématiquement. C'est l'emplacement et la typologie. Voilà. Je ne vais pas sur des produits de typologie. Je vais vous donner des exemples de l'habitation dans des copropriétés. Je ne vais pas sur des produits de rendement un peu plus intéressants avec de la location courte durée. Mmh. Donc, je veux quelque chose qui soit très natif, très classique, donc du commerce, qui est d'ailleurs en général un marché assez fermé parce que c'est un monde de professionnels. Donc, c'est donner de la valeur aussi à la sélection de mes produits. Chercher des appartements, tout le monde sait le faire avec Le Bon Coin ou j'espère Brick. Chercher des commerces, chercher des bons produits avec de la sécurité, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je mets à disposition cette valeur ajoutée que j'ai de sélectionner les produits en commerce. Et deuxièmement, c'est l'emplacement.
L'emplacement, on n'aura que des produits dans les capitales et les grandes villes de France. C'est notre philosophie aussi. On a envie de se faire plaisir avec de l'invest, avec quelques centaines d'euros. Tant qu'à faire, vaut mieux le choisir entre différentes villes. Voilà, le prochain, du coup, on en parlait. Donc, le premier était à Paris, le deuxième sera à Lille, le troisième sera sur Lyon. On a du coup rapidement l'image de ces villes et nous, on sélectionne des produits qui sont dans les centres-villes. Voilà comment sont sélectionnés les actifs. Donc cet actif à Paris, c'est un actif que j'aurais pu acheter moi en patrimoine. Je le mets à disposition du coup de la plateforme. Je l'ai acheté à un propriétaire traditionnel qui du coup le revendait, qui a mis un nouveau locataire en place avec un nouveau bail ferme. C'est un restaurant. Et du coup, ça simplifie aussi beaucoup de choses en termes de lisibilité pour les investisseurs, puisque pour information, les charges sont supportées de la majorité du temps par le locataire, donc les charges de copropriété, la taxe foncière. Ouais, sur le commercial, on reverse beaucoup plus de charges, en effet, ouais. Et là, en l'occurrence, c'est même fait avec un bail ferme, à contrario des baux qu'on va retrouver de plus communément, les fameux baux 369. Donc là, ça sécurise. C'est un bail ferme de combien de temps 10 ans. C'est un bail ferme de 10 ans et Ouais, je ouais. crois même, en fait, c'est un bail de 12 ans ferme 10 ans. Je sais pas si D'accord, ouais. tu comprends cette petite nuance. Et donc, pas possibilité pour le locataire de sortir de façon triennale. Et quoi qu'il arrive, en bail commercial, même quand c'est des baux qui sont en 369, la règle, elle est très simple. On peut sortir d'un bail commercial tous les 3 ans. Donc, ça laisse quand même un peu de temps pour justement travailler le sujet si la personne souhaite partir. Et le préavis, c'est 6 mois. Alors qu'en habitation, on est sur une durée de l'ordre de 1 mois. Donc, c'est pas tout à fait similaire en termes de risque. C'est pour toutes ces raisons que, de toute façon, on est passé en commercial. Et voilà sur Paris la raison de notre sélection de ce produit-là. L'emplacement dans Paris en tant que tel est aussi incroyable. On est à l'angle de Montparnasse et boulevard Raspail. On est à quelques minutes du Jardin Luxembourg. Enfin, c'est un produit incroyable qu'on a mis en place pour la première vente. Et j'espère qu'on arrivera à en sélectionner des similaires sur les prochains drops. En effet, ouais, vous êtes parti fort hein, dans le sixième là, donc c'est rue de la Grande Chaumière. Vous pourrez aller voir sur le site WinCity. Il y a toutes les références. C'est un bien. Alors j'ai plus tout en tête. Qui a coûté combien le mode de financement? Combien vous avez levé là par exemple? Donnez quelques petits métriques et qu'est-ce que ça rapporte ce bien par rapport aux détenteurs de cartes, etc., etc. Donc ça, c'est un actif qui a coûté 2 200 000 euros. On va publier en fait le tableau est précis. Sur cette première vente, en fait, on n'avait pas encore notre accord de banque pour l'effet de levier. Donc on avait fait des simulations par rapport à ce que ça devrait gagner en termes de pourcentage. Donc au total, on va réussir à obtenir un TERI d'environ c'est 8,6. Je vais pas garantir, mais Grosso on est dans modo, c'est pour imager dans les grandes lignes, hein, même si à la ouais. marge, il y a des petites nuances. C'est vraiment pour imager, pour vraiment comprendre le fonctionnement. Donc, ce bien, grosso modo, un peu plus de 2 millions d'euros. Donc, vous avez soulevé de l'emprunt dessus, une grande partie, petite partie. Donc initialement, on avait l'objectif de vendre pour 1,5 million de cartes et compléter du coup le reste en emprunt. On a diminué finalement le nombre de cartes à environ 1,80 million, donc plus d'emprunts finalement. On est en train de boucler cette partie bancaire en ce moment même. Et dès qu'on a nos offres, donc on passe à la case acquisition et on sera plutôt sur de mémoire tout frais compris, frais d'agence, frais de notaire, les frais briques qui s'appliquent, qui sont tout à fait raisonnables parce qu'en fait on travaille sur une mécanique de 2% sur la levée. On prend les frais de gestion évidemment pour piloter le bien dans le temps qui sont de 5%. Et on a un frais opérationnel annuel WinCity de l'ordre de 1%. Voilà notre mécanique. Pour l'instant, on n'a pas de marketplace sur WinCity. Néanmoins, les gens peuvent déjà s'échanger les cartes sur OpenSea ou d'autres plateformes. Et sur OpenSea, on a effectivement appliqué des frais, parce qu'OpenSea prend des frais
de 2,5% rien que pour eux, parce que c'est comme ça que ça marche. Ils ont leur smart contract pour faire les échanges. Et nous, on prend 1% à ce moment-là sur OpenSea de mémoire. Voilà un petit peu comment nous, on se rémunère. Derrière, c'est nous qui achetons l'immeuble avec la foncière WinCity. Mhm. Ça, du coup, au niveau légal, on va diffuser dès qu'on est propriétaire l'attestation de propriété. On avait fait une petite demande auprès de notre communauté, donc ça les intéresse beaucoup d'avoir un petit peu ce marqueur de confiance qui est le titre de propriété sous forme d'une attestation. Donc on va la diffuser dès qu'on l'obtient. Voilà. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on peut attendre derrière, donc du coup, en termes de rémunération, de revenus, de rendement, etc., pour l'investisseur qui a acheté une carte. Moi, j'ai pris par exemple une carte régulière de mémoire, elle était aux alentours de 800 euros. C'est 800 Euh, euros. à l'époque où la collecte était ouverte. Aujourd'hui, le cours de l'Ether a baissé, donc la carte a une valeur, on va dire faciale moindre, mais comme tu expliquais tout à l'heure, hein, il y a des conversions en euros, on achète bien en euros, on utilise le levier de la crypto-monnaie Ethereum, mais donc bon, il y a ces conversions, mais donc grosso modo, euh, pour aller quelqu'un qui aurait mis 1000 euros, comme ça sera peut-être plus simple pour les calculs. Qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de rendement? Tu parlais de Wincash, de Win. Le montant Mm, définitif mm. entre Wincash et Capital, en fait, ça dépendra de l'offre de crédit qu'on a initiée. Le total des deux sera, je te disais, d'à peu près 8,5%. Donc concrètement, quelqu'un qui achète une carte à 1000 euros, au total, les deux cumulés, il va gagner donc 85 euros par an, qui sera du coup distribué pour Win Capital, il est indiqué en euros. Et le Wincash, comme il est distribué sur le wallet de la personne, il est distribué en Ethereum. Juste, je rebondis sur la valeur de la carte. Ta carte, elle a toujours le même prix. Quand tu l'as acheté 800, elle va rester à 800 et elle va du coup plutôt même augmenter par rapport au remboursement. Ça, c'est ce qu'on va afficher sur notre site. Donc, quand tu mettras ton wallet avec ta carte sur WinCity, nous, on va afficher le montant en euros qu'on définit nous-mêmes, puisque c'est nous qui savons le prix de l'actif. Et donc, c'est inversement le montant en Ethereum qui va fluctuer. Mais Mm, comme on est, mm. comment dire, comme on est protégé par le fait que ça a déjà été converti en euros, peu importe le montant de l'Ethereum, en fait, au moment où on parle, ce qui est d'important, c'est combien j'ai en euros, quoi. Oui, bien sûr, bien En sûr, valeur. bien sûr. Non, ouais, très très intéressant. Donc grosso modo, un rendement là sur ce bien de 8%, donc pour un bien sur Paris, dans un secteur, etc. Donc c'est quand même somme toute assez intéressant pour l'investisseur parce qu'on peut se faire plaisir avec du coup un investissement patrimonial assez fort, assez costaud, assez robuste en plein Paris, un commerce, etc. qui a pignon sur rue dans un des très très beaux quartiers. Et associé à ça, on peut quand même espérer de la rentabilité, parce que souvent on parle de rentabilité à Paris. On entend souvent des chiffres, on peut faire du 1-2%, si on fait du 3% à Paris, c'est bien, etc., etc. Souvent, on entend ces métriques-là. Donc là, en étant assis de par chez soi, en province, etc., etc., ça permet d'investir, en tout cas de détenir ces cartes, hein, voilà, euh, et à travers ce projet WinCity, de pouvoir se faire plaisir. La prochaine opération, tu as parlé de Lyon, tu as parlé de Lille, ça va tomber prochainement. C'est à Lille que ça va se passer. C'est un immeuble qui est loué par l'Atelier des Chefs, pour information, qui est au 74 Boulevard de la Liberté à Lille. Et on est sur un drop, une vente qui est prévue le 2 avril. Ouais. Ok, d'accord, ouais. Ça, c'est notre prochaine. Bon, ben, en tout cas, pour les auditeurs, les auditrices de la bonne fortune, pour les premiers qui vont écouter, vous allez pouvoir avoir l'opportunité également de participer à ce beau projet si vous le souhaitez. Techniquement, donc, il faut avoir un portefeuille crypto dédié pour pouvoir faire la transaction. Aujourd'hui, sur votre site, là, je vois, vous proposez très très bientôt, prochainement, un mode de paiement par carte. Oui, je confirme. Parce que en fait, sinon, techniquement, il y a la petite nuance, on le fait avant 2 clics, et cetera, mais il faut quand même être, assez avisé dans l'univers des cryptos, d'avoir un portefeuille, personnel, dédié type, MetaMask.
pour pouvoir faire l'opération à ce jour. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait en tout cas sur Paris. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est assez simple, hein, c'est très très bien, mais pour peut-être monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas de portefeuille crypto, qui restent encore un petit peu euh, avec un paiement en euros. Effectivement, le concept de payer avec un wallet crypto, c'est un frein. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas la connaissance de comment ça fonctionne. Il faut surtout être préparé avant la vente de le faire. Donc, c'est pas au moment où on arrive, on peut se dire, bah, je vais payer. Il faut l'avoir prévu parce qu'aujourd'hui, transférer des euros en crypto, bah, ça prend un petit peu de temps et il faut un petit peu regarder comment ça fonctionne. Donc, pour notre première vente, on n'a fait que des portefeuilles crypto. Pour cette vente à Lille, on aura le paiement par carte bleue. Ok, d'accord. Bon, ben, tout simple. Le problème est réglé. Voilà. Donc en fait, ce qu'on fait, juste pour expliquer la mécanique tout de même, la personne du coup, on va minter un NFT pour elle et on va détenir le NFT dans notre wallet WinCity jusqu'à ce qu'elle veuille le sortir sur son propre wallet. Voilà comment on fonctionne. Donc, on va patienter avec le temps qu'elle elle ait envie de le sortir. Il y a d'autres applications qui font comme ça, comme Sorare. Sorare, du coup, quand on achète maintenant pour éviter les frais, on peut acheter des cartes Sorare de football, hein, pour préciser. Eux gardent du coup la carte et il y a un petit bouton pour sortir sa carte sur un autre Voilà. wallet externe. Et ça nécessite, là, on paye des frais à ce moment-là. Ouais, d'accord. Et si on veut sortir la carte vraiment en net propriétaire, ça passe inévitablement, vu qu'il s'agit d'un NFT, par un wallet, par la technologie de la blockchain, etc., etc. Et là, Exactement. à ce compte, il faut vraiment, par contre, avoir ces portefeuilles type MetaMask, etc., etc. Ok, cool. Tu penses que aujourd'hui, pour toi, mais moi j'en suis convaincu, c'est l'avenir. Comme je te le disais, j'ai déjà évoqué ce thème avec les différents invités, que ce soit Antoine Ferrari sur les ventes aux enchères, Alexandre Toussaint ou les différents notaires, etc., etc. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas trop d'acteurs français sur le marché. C'est quoi? C'est un problème juridique? C'est un problème technologique? C'est un problème? C'est quoi? Parce que tu as par exemple, tes confrères de Realty. Alors, je ne sais pas si c'est exactement pareil. Je ne pense pas qu'ils passent via les NFT, mais ils passent à travers la blockchain. Aux États-Unis, on peut faire euh, des transactions comme Oui, ça, de l'investissement, etc. Je pense que ce sont les précurseurs, en tout cas, sur le domaine de la fusion entre l'immobilier et la blockchain. Mais aujourd'hui, il n'y a pas trop d'autres acteurs. Tu es précurseur, donc déjà, félicitations. Euh, tu penses que ça va venir? C'est quoi les freins aujourd'hui encore à tout ça? je vais être très clair. Il y a deux mondes sur la blockchain. Euh, Tout comme il y a deux mondes sur le monde, dans la vraie vie. Il y a la partie est-ce que j'utilise les moyens habituels pour appliquer la blockchain ou est-ce que j'utilise un autre moyen pour le faire? Nous, on a choisi l'autre moyen. Si je peux me permettre d'être très clair, Reality donne des tokens liés à des parts d'une société. Tout à D'accord. fait. euh, En France, c'est déjà possible depuis déjà 3 ans. On peut faire ce que fait Reality en France, sauf que ça casse complètement l'expérience utilisateur parce qu'en fait, si vous êtes propriétaire d'un token au sens utility token de l'AMF, c'est comme si vous étiez propriétaire d'une part. Et du coup, si vous êtes propriétaire d'une part, vous avez toute la réglementation de l'association qui entre en jeu, c'est-à-dire une nouvelle fois, bah, si vous voulez vendre, il faut l'accord des associés. Si vous voulez comment dire, vendre l'immeuble, il faut les droits de vote des associés. Donc en fait, on retombe dans la problématique d'être associé. S'il y a une responsabilité chez RLIT, la responsabilité, elle appartient au titulaire des tokens. Donc je prends un exemple. Si il y a, je ne sais pas, un défaut, qu'il y a un décès, qu'il y a une enquête, on se rend compte que c'est le bien qui est responsable d'un problème, d'un sinistre, et ben, ça pourrait se retourner au propriétaires. Et donc les propriétaires sont bien les gens qui ont une part de token. Et ça, on veut le déconnecter, parce que moi, ça n'a pas de sens. Je n'ai pas envie de donner de la responsabilité à un mec qui a mis 100 euros, un investisseur qui met 100 euros, il a envie d'avoir l'esprit tranquille. Et donc, pour ce faire, il faut, pour moi, désolidariser les deux. Et donc, on a ce pool financier qui est Mmh, purement un investissement financier. mmh. Et il y a ceux qui exercent le métier, donc qui sont propriétaires de l'actif, et aussi responsable. C'est moi aujourd'hui, président de Foncière Wind City, qui vais assumer si j'ai un incendie, s'il y a un problème dans l'actif.
Donc, si on a 1000 investisseurs sur un actif, 1111, raison de plus pour ne pas impacter les gens au quotidien sur des problèmes qu'il pourrait y avoir sur l'actif. Donc, toute la partie métier, elle reste réelle et la partie financement, elle est sur la blockchain. Et donc, on a choisi cette techno plutôt de financement plutôt que la techno blockchain, ce qu'on appelle utility token. Vous pouvez regarder, c'est l'AMF qui le réglemente. Et ce n'est pas une solution en fait de partir sur cette direction-là. Voilà pourquoi nous, on a trouvé ce concept-là de financement, parce que c'est un financement en royalties. Hein. Nous, on donne l'argent à la structure foncière foncière WinCity, pardon, et foncière WinCity donne du coup des revenus nets basés sur son exploitation. Ok, ouais, d'accord, ouais, super, super intéressant. Merci pour cet éclairage. Et puis, ouais, vous prenez le parti pris également de rendre un petit peu ludique avec ce système de cartes, de proposer du jeu, etc., etc. Pour, tu parles de beaucoup de gamification également. C'est assez intéressant comme concept avec cette volonté de créer une sorte de Monopoly géant. Ça va être canon, ça. Ouais. On a énormément d'encouragement pour cette dimension-là de gamification, au-delà en fait d'avoir un côté en immobilier, l'inertie elle est longue. Quand on est sur le web, on achète une carte, en fait après, ok, je reçois, du coup, il y a une activité par mois, je reçois mes gains une fois par mois, bon, c'est sympa, mais si on pouvait améliorer ça et avoir un truc super ludique, je me suis dit, finalement, l'un des jeux les plus populaires en immobilier, c'est le Monopoly, quoi. Et le Monopoly, on termine la partie, on n'est pas propriétaire des cartes, on s'est juste bien amusé. Si on pouvait mélanger les deux, c'est-à-dire que non seulement les cartes, elles sont les miennes, et en plus de ça, il y a du réel derrière, et je peux jouer avec le monde entier, voilà, bingo, ça se transforme en Win City. La fusion entre voilà, l'investissement réel, le digital, le Web 3.0, la gamification. Tu te projettes dans le métaverse un petit peu, Richard, avec tout ça? Alors, on est évidemment impacté par cette dimension. Moi, j'y crois pas mal dans le moyen terme. Aujourd'hui, effectivement, les solutions métaverse sont tous en train d'émerger. Je pense qu'on a une vraie carte à jouer et c'est là où je voulais en venir sur que pouvait avoir comme droit une carte unique. C'est justement sur cette partie, ce deuxième volet. Il y a le premier qui sera la gamification et le deuxième, le métaverse. C'est-à-dire que nous, on va pouvoir corréler des propriétés physiques dans le métaverse. C'est-à-dire que le mec qui déclare ça c'est mon land, ça c'est ma propriété dans le métaverse, j'ai vraiment acquis au début. Alors elle va peut-être monter en valeur plus que la réalité, parce que les gens vont peut-être dans 10 ans utiliser plus le métaverse que la réalité, mais au moins c'est une bonne transition. C'est-à-dire qu'on ne doit pas mettre 10 000 euros sur une parcelle métaverse, on peut acheter un truc réel avec un NFT et doucement passer dans le métaverse. Donc WinCity, c'est un peu la transition douce pour pouvoir accéder au métaverse et c'est ce qu'on va dévoiler tout doucement. En fait, les gens, quand ils ont acheté une carte de collection, ils vont pouvoir la convertir en parcelle réelle parcelle métaverse grâce à cet achat. Donc, tu as acheté une régulière, tu auras une petite parcelle dans le métaverse qui t'est déjà attribuée, qui sera proche de toutes les autres de la grande sommière et ainsi de suite. Chaque nouvelle carte investisseur aura des droits sur des parcelles dans le métaverse. Donc j'y crois, mais clairement dans notre roadmap, le métaverse c'est 2023, quoi. Après, j'ai pas de doute à travers justement l'ensemble de ton parcours, etc. Et puis cette volonté. Il y a ceux qui regardent le changement un petit peu de loin, certains qui peuvent être sceptiques à tort ou à raison parfois, et il y a ceux qui accompagnent et qui embrassent ce changement, voire même qui participent pour le créer. Et donc j'ai aucun doute que tout ça arrive à bout. Super intéressant. Merci pour toutes ces explications. Pour les auditeurs, les auditrices qui souhaiteraient participer, je t'ai demandé là en amont de l'émission s'il était possible de leur proposer une petite offre, quelque chose. Est-ce que tu peux développer là-dessus, Richard? Ouais, bien sûr. Alors, on fait quelque chose de particulier quand il y a de la recommandation, évidemment. Donc, c'est sur la prochaine collection à Lille, donc sur les 1111 cartes, on offre 1% aux titulaires des cartes, de la carte, en montant évidemment de la carte achetée, et 1% pour celui qui le recommande. Donc, voilà ce que je peux proposer aujourd'hui. Donc, en gros, sur une carte à 800 euros, il y a un cashback qui est proposé de 8 euros pour l'auditeur.
Ok, d'accord, ouais, d'accord. Et derrière, ceux qui sont titulaires de cartes pour les prochaines opérations sont prévenus en avant. Tu parlais également en amont de cette émission d'une whitelist parce que les cartes partent à la vitesse de l'éclair, hein, déjà sur le premier projet. Et alors là, pour les prochains, j'imagine que ça va vraiment être assez speed. Et donc, pour donner quand même la primeur et tu as cette volonté de récompenser, de voilà, et de fidéliser aussi la clientèle. Tout à fait. Euh, du Tous les coup, premiers acquéreurs de la première collection sont whitelistés sur la seconde, effectivement. Ce sera la même chose. Les propriétaires de cette collection de Lille seront prioritaires aussi sur la prochaine. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'avoir sa petite carte. Alors elles sont sur des budgets inférieurs à Paris. À Paris, on était sur 800 euros au minimum. Là, on sera sur un budget d'environ, de mémoire, 400, un peu plus de 400 euros. Donc c'est entre 400 et 500. Je ne vais pas m'avancer, mais c'est à peu près ça. Du coup, un budget un petit peu moins cher et ça permettra d'avoir des droits sur les futures collections. bah écoute, très très complet. Je t'avais demandé également, enfin, en tout cas, si tu avais en dehors de tout ça, peut-être pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, peut-être des recommandations de ressources de lecture ou autres que tu pourrais toi recommander à tes proches, tes amis, tes enfants, j'en sais rien, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, de l'investissement, de la blockchain ou tout autre, si tu as des petites Alors, recommandations. des références, évidemment, quand on est autodidacte, en fait, ça marche comment? Ben, on consulte. Alors, je suis un gros addict de YouTube, tout simplement, et de Google. Je passe mon temps à me renseigner de manière la plus autonome, la plus indépendante possible. Donc, ça, c'est les canaux de lecture. Quand il s'agit un petit peu de rêver et regarder les parcours des autres, j'aime bien m'inspirer et j'avoue que des autobiographies, des biographies, ça me passionne pas mal. Ma préférée est de loin, c'est celle de Richard Branson. Je la lis depuis, j'ai peut-être lu deux, trois fois. Elle existe, c'est celle qui m'a animé quand j'étais plus jeune, mais elle a déjà au moins une vingtaine d'années. Et j'avoue que ça, c'est toujours passionnant de voir les parcours d'autres entrepreneurs, parce qu'ils sont tous aussi différents les uns que les autres. Et c'est toujours agréable de voir qu'on a des hauts, des bas, des casseroles, des gros succès, des choses à apprendre de la part d'autres expériences. Donc voilà, ce que moi je préfère, c'est cette partie-là d'autobiographie et biographie. Bah, super inspirant et tu vois, c'est peut-être une des biographies que je n'ai pas lues et donc ça donne envie aussi de s'y plonger, hein. J'ai pu avoir le plaisir de lire Steve Jobs, Phil Knight, etc., etc., mais Oui, bien Richard sûr. Branson, non. Donc j'irai jeter également jeter un œil à titre personnel avec grand plaisir. Tu parles d'entrepreneuriat, je reviens juste 2 secondes un petit peu en arrière sur WinCity, sur Brick. J'ai vu encore une fois sur ton site WinCity, tu évoques le fait sur la map, le déroulement, etc. Tu parles d'une ICO qui est prévue prochainement. Donc j'ai deux questions. Est-ce que tu as prévu de faire d'une une levée de fonds et deux éventuellement une ICO également? Alors sur la partie WinCity, on est en train effectivement de réfléchir. Alors ça s'appelait ICO il y a 2-3 ans, mais là on va créer notre token puisque le Monopoly va jouer avec des loyers qui seront des tokens euh, qu'on va éditer nous, et on va donner la possibilité évidemment à nos premiers investisseurs et le premier cercle de bénéficier de cet accès pour la première vente de tokens. Donc oui, c'est une forme d'ICO. On pourra acheter et investir du coup sur cette future monnaie de WinCity. D'accord. Et c'est prévu pour quand? T'as un délai On devrait pouvoir faire ça avant l'été. de On cette a déjà. année-là? Ouais, ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, c'est lié directement à notre gamification, donc on en a besoin pour le concevoir. Et du coup, il y aura une grosse partie sur la mode traditionnelle crypto. C'est là où on rejoint plutôt l'univers crypto. On va faire cette première partie avant cet été. Ouais. Ok, cool. Et le nom du token, tu peux le dévoiler, c'est secret ou On l'a pas encore défini. On l'a pas le, encore défini. le win? Ce serait bien, mais c'est évidemment déjà pris. Mais bien Donc on est sûr. en train de réfléchir. Ouais.
Il y en a tellement en fait qui sont aujourd'hui créés chaque jour. Nous, on pense qu'on a une vraie légitimité à devoir le dévoiler, puisqu'en fait, tout sera basé là-dessus, puisque c'est l'univers traditionnel. On sait que les échanges immobiliers, les loyers, etc., sont payés avec quelque chose en échange. Donc tout ça a du sens. Donc on a un vrai beau projet en tête, qu'on arrive à construire en plus avec une communauté qui grandit tous les jours. Aujourd'hui, on est un peu plus de 6000. On cherche évidemment à animer sur les différents canaux Discord, etc., où on est c'est une communauté plutôt crypto. Nous, on est entre le Web3 et on garde un petit peu le côté relation email aussi. On fait les deux parce que c'est important de pouvoir garder le contact. On n'est pas full Web3, bien sûr qu'on va essayer d'y arriver à un moment. Derrière, c'est l'objectif d'être légitime sur notre marché et ensuite déclencher ce token qui permettra d'investir chez WinCity. Super, bah écoute, on suivra ça avec grand plaisir également. Et prévu de faire une levée de fonds ou pas du tout? Alors, on est chez Brick, donc en termes de structure, c'est la SAS Brick qui héberge le projet WinCity. Et évidemment, quand on est en phase de développement, on a toujours besoin de fonds. Donc oui, c'est toujours des sujets qui sont analysés ici. Et on cherche évidemment à lever pour WinCity. D'accord. Ok, ok. Bon, bah écoute, avec plaisir pour suivre ça de près et avec plaisir éventuellement pour pouvoir y participer éventuellement également. Merci pour tout ça. Pour finir, je vais te laisser conclure juste après, mais est-ce que tu aurais un petit mantra, une petite citation? Tu sais, j'aime bien demander ça à mes différents invités. Effectivement, alors je suis pas un spécialiste des punchlines, mais quelque chose qui sort entre guillemets de ma nature, je dirais je fais plutôt que regretter. Ça fait maintenant longtemps que j'entreprends et j'ai remarqué que regretter une idée, c'est une perte de temps et euh, beaucoup de frustration. Et quand on est créatif et entrepreneur, en fait, c'est la pire des choses. Donc, quand on a l'idée, il faut y aller. Donc, c'est comme ça que je le dirais. Vaut mieux faire que faire et d'ailleurs se tromper, mais ne pas regretter. Super. J'invite tout le monde qui nous écoute à méditer là-dessus. Et puis, on vous invite à faire votre premier investissement avec WinCity avant de regretter de ne pas avoir eu les cartes sur le prochain projet. Tiens, allez. C'est une bonne transition. Merci, Ismaël. Je t'en prie. Bah, écoute, je te remercie encore une fois, 1000 fois pour ton temps sur ces périodes assez speed, assez chargées pour toi. Je te souhaite vraiment le meilleur pour toutes ces activités et voilà. Et avec plaisir encore une fois pour suivre et tout ça de très très près. Si tu as un dernier mot, écoute, je te laisse avec grand plaisir le mot de la fin pour les auditeurs, les auditrices de la bonne fortune qui nous ont écoutés aujourd'hui. Merci déjà d'Ismaël de m'avoir reçu et d'avoir pu échanger un peu plus posément au travers de cet échange. Pour parler IMO, parce que c'est ce qui me concerne aujourd'hui et je pense que ça concerne beaucoup de tes auditeurs, toujours investir dans un truc qu'on comprend. Ça, c'est quand on est investisseur de manière générale. Et en immobilier, j'ai deux critères et je le répéterai jamais assez parce que c'est comme ça que toutes les villes se sont construites. C'est un phénomène de concentration, les gens se rapprochent, se réunissent. Donc, l'emplacement. Toujours vérifier l'emplacement et ce sera un succès garanti. Voilà, ça c'est mon mot de la fin. Super, mille merci Richard, à très très vite, ciao ciao. Salut, merci Ismaël. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de la bonne fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de la bonne fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a deux belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais 2 ou 3 personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao!